La question de l'agression en République démocratique du Congo dans sa partie Est fait couler de l'encre et salive depuis 3 décennies. En ce jour, depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des négociations, des signatures des accords ont été faites pour instaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce sujet, les ressortissants de tous les grands Kivu se sont réunis aujourd'hui à Kinshasa, à CEPAS, dans une conférence de presse pour annoncer le conclave du Grand Kivu qui se tiendra ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 9 au 11 mars 2026. La question de cette conclave dans la ville de Kinshasa, les conclaves du Grand Kivu, une rencontre d'envergure qui réunira les décideurs politiques, les leaders communautaires, les acteurs économiques, les représentants de la société civile, les experts, eux, membres de la diaspora autour des enjeux majeurs de l'avenir du Grand Kivu. À ce sujet, au cours de cette conférence de presse, les détails sur la tenue de ces conclaves ont été donnés. Suivez l'intégralité de ce détail au travers cette vidéo, au travers ce message lancé dans cette conférence de presse par le porte-parole et chargé de communication. Mesdames et messieurs, chers acteurs de la société civile, chers partenaires, chers membres, la coordination du conclave du Grand Kivu vous a convié à cette conférence de presse pour le lancement de la grande initiative citoyenne pour la paix, la restauration de l'état de droit et l'appropriation populaire du processus de paix en République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants et à la lumière des engagements pris dans le cadre des accords de Washington, le conclave du Grand Kivu se veut un espace de mobilisation citoyenne, de réflexion stratégique et d'interpellation républicaine. Voilà pourquoi ce point de presse que nous faisons aujourd'hui va présenter d'abord la vision et les objectifs du conclave. Deuxièmement, expliquer la démarche citoyenne en faveur d'une paix durable. Troisièmement, nous allons dire notre volonté de promouvoir la restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons également encourager l'appropriation populaire des engagements issus des accords de Washington. Si nous n'avons pas été associés peut-être aux discussions qui se sont passées dans les négociations, nous serons associés aux solutions qui seront trouvées pour notre peuple. C'est ça justement l'engagement que nous voulons avoir. Ouvrir un espace d'expression permettant aux ressortissants du Grand Kivu d'exprimer leurs souffrances, leurs attentes et leurs propositions. Et enfin, nous allons détailler les grandes étapes et les perspectives de cette initiative et répondre aux questions qui nous seront posées. D'ores et déjà, laissez-moi vous dire que notre démarche est apolitique. Je dis cela pour qu'il n'y ait pas de confusion, étant donné qu'il y a eu d'autres démarches du même genre qui ont été organisées, peut-être qu'il y a d'autres organisations. Nous sommes une structure citoyenne. Elle est venue de l'initiative de quelques membres de la société civile, des membres de nos communautés, parce que nous avons associé d'abord toutes nos communautés, les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. C'est l'espace qu'on appelle Grand Kivu. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions quand on parle de Grand Kivu, parce qu'il y a des organisations qui peuvent s'appeler aussi du même nom. Il y en a qui s'appellent Kivu Holding, il y en a qui s'appellent... Toutes ces organisations font partie de cet espace Grand Kivu et de l'initiative que nous avons prise. Parce qu'elle englobe tout ce dont parlaient les autres, puisque nous voulons faire quoi exactement? C'est ce que je vais dire tout de suite. Nous voulons effectivement donner la parole à nos communautés, à ces provinces qui ont été les victimes de toutes les guerres qui se passent chez nous depuis 30 ans.
Nous voulons leur donner la parole à travers les représentants de leur communauté, à travers les représentants de la société civile et de tout l'ensemble de notre peuple, parce que nous avons associé à cette initiative nos responsables politiques, nos gouvernants, tout cela qui compte et nos chefs coutumiers. Heureusement, ils sont dans la ville pour le moment. Nous avons associé toutes les couches de nos populations et dans la préparation, parce qu'il y a plusieurs mois que nous avons commencé à préparer cette initiative, dans la préparation, nous avons tenu à conscientiser ceux-là qui comptent surtout dans nos provinces et ceux qui sont sur le terrain. Vous verrez, lorsque vous viendrez à la conférence, dont je vais vous annoncer les dates tout de suite, eh bien, lorsque vous verrez qu'il y aura des membres de nos communautés qui sont à l'intérieur, au Maniema, au Sud Kivu, au Nord Kivu, qui vont prendre la parole pour témoigner. Et je vous dirai donc pourquoi nous avons voulu faire la différence. Cette différence que nous voulons faire, c'est quoi? Nous ne voulions pas faire une conférence comme on en fait tous les jours. Tous les jours, on a des manifestations aussi. Ah ben voilà, la paix, processus de paix, je ne sais pas quoi. Tout le monde en parle. Nous avons voulu faire un conclave. C'est-à-dire, vous savez, ce langage-là est même ecclésiastique. C'est un ecclésiastique qui vous parle. Eh bien, lorsque les évêques se réunissent en conclave, ça signifie que du conclave va sortir quelque chose de bon, quelque chose de cohérent et quelque chose de positif qui va toucher tout le monde et qui va prendre des décisions. Ce conclave que nous faisons donc, nous allons pendant 3 jours réfléchir sur l'avenir de notre peuple, l'avenir surtout de ces provinces. On a voulu prendre d'abord les 3 provinces. Ce n'est pas que les autres ne nous intéressent pas, parce qu'il y a l'Ituri également qui souffre des mêmes souffrances que nos peuples du Maniema, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Nous les avons associés, nous avons invité également nos frères de l'Ituri pour qu'ils viennent, même si nous ferons plus tard quelque chose de plus englobant. Nous avons voulu d'abord commencer par les 3 provinces. Pourquoi? Ces 3 provinces sont l'enjeu actuel de tout ce qui se fait en termes d'accords économiques. Vous le savez, n'est-ce pas? Les accords que l'on a fait, il y a d'abord des accords de coopération, mais des accords économiques. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il faut savoir que les populations qui vivent dans cet espace espèrent que ces accords sont une solution pour les problèmes qu'ils vivent, les problèmes de développement, les problèmes de sécurité, les problèmes du vivre ensemble, les problèmes de cohésion sociale, les problèmes de cohésion intercommunautaire. Tous ces problèmes là-bas, nous voulons les ramasser pour pouvoir en faire une force de proposition. Une deuxième considération, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons, eh bien, lorsqu'on parle des accords de Washington, des accords de paix et du processus de paix, beaucoup de gens ont tendance à apporter une attitude de critique d'abord, une attitude négative de refus de ce qui a été fait. Ces attitudes sont normales, c'est vrai, lorsque des décisions sont prises et qui vont affecter votre vie quotidienne, affecter votre espace de vie, eh bien, ces attitudes sont normales. Nous avons voulu faire la différence. Au lieu de critiquer les termes qui sont dans ces accords, nous avons constitué un comité scientifique qui a décortiqué ces accords pour en retirer d'abord la substance politique, la substance sécuritaire, la substance économique, la substance de développement. Nous avons positivé cela. Au lieu d'aller défendre c'est ça qui va nous sauver. Non, nous avons dit, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Que le peuple du Nord peut prendre pour dire, vous avez proposé qu'il y ait ceci dans le 16e, c'est-à-dire dans l'accord économique. Voici ce que le Grand Kivu possède
parce que nous avons fait la cartographie de nos richesses au niveau de l'écologie, au niveau de l'agriculture, au niveau du sous-sol et du sol. Nous avons fait même, nous sommes en train de faire une cartographie de nos richesses humaines, c'est-à-dire tout ce qui compte comme cadre dans nos provinces et qui peuvent être les moteurs de développement dans notre province. Nous avons voulu donc faire cette cartographie là-bas pour que chaque fois que ceux qui négocient des accords, ceux qui vont là-bas, quand notre gouvernement va auprès des partenaires, notre gouvernement aura une feuille de route venant des enfants du Grand Kivu. Vous voulez faire ceci, vous voulez exploiter le minerai à tel endroit. Voici, nous avons cherché et nous savons ce qu'il y a là-bas. Et nous vous proposons d'abord de construire une usine, par exemple. Nous vous proposons d'ouvrir une route à tel endroit, d'ouvrir une école, d'ouvrir une université, etc. pour que nous puissions nous approprier ces accords. Voilà ce que ce conclave se propose de faire. Il se propose d'apporter une parole personnalisée, parce que ce sont des communautés qui prendront la parole, une parole venant des gens de divers horizons. Puisque nous avons invité, comme orateur pendant les panels, nous allons vous dire tout de suite comment ça se déroule, eh bien, nous avons invité des sommités qui connaissent l'histoire, qui vont donner l'histoire des conflits dans les Kivu, n'est-ce pas? L'ancien espace, parce que nous avons pris le Kivu avant le découpage, c'est-à-dire le nord Kivu, le sud Kivu et le Maniema. Il y a des gens qui vont plancher sur les sujets très importants concernant l'éducation, la matière. Cela va vous être donné tout de suite. Je ne veux pas vous donner la configuration des accords. Je voudrais simplement vous dire que aujourd'hui, nous avons voulu lancer l'activité. Cette conférence de presse est la conférence de lancement, c'est-à-dire d'annonce. Nous l'annonçons à quelques jours de l'ouverture pour que ceux-là qui aimeraient nous accompagner, ceux qui veulent être avec nous, être en communion avec nous, sachent de quoi il s'agit. Nous allons répondre aux questions de la presse pour que si certaines ombres qui pourraient exister puissent être aujourd'hui décomptées, étant donné que les initiatives sont nombreuses et les initiatives semblent se ressembler, je l'ai dit. Mais les initiatives ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des initiatives qui sont porteuses d'un espoir et qui sont beaucoup plus prégnantes que les autres. Voilà donc, mesdames et messieurs de la presse, chers notabilités du Grand Kivu et membres du conclave, ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est que nous annonçons que dans la ville de Kinshasa, du 9 au 11 mars 2026, le conclave du Grand Kivu va se tenir et sera une rencontre d'envergure qui réunit les décideurs politiques, les leaders communautaires, les acteurs économiques, les représentants de la société civile, les experts et membres de la diaspora autour des enjeux majeurs liés à l'avenir du Grand Kivu. Le conclave du Grand Kivu est organisé sous le thème l'unité, la paix et le développement durable pour le Grand Kivu. Unité, paix et développement durable pour le Grand Kivu. Ce conclave se veut donc un cadre stratégique d'échange, de concertation et de formulation de recommandations concrètes pour renforcer la stabilité, la cohésion sociale et le développement socio-économique dans les provinces de Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Voici comment se dérouleront les travaux. La première journée, le 9 mars 2026, sera consacrée exclusivement aux formalités administratives, notamment l'inscription des participants,
l'identification officielle, la validation des mandats et les accréditations. C'est la journée donc du 9 mars. Les travaux proprement dits débuteront le 10 mars 2026 et se poursuivront jusqu'au 11 mars 2026. Au cours des journées de travaux, les participants prendront part à des panels thématiques sur la paix et la sécurité, des ateliers sur la gouvernance et le développement économique, des sessions dédiées à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, des discussions stratégiques avec les partenaires techniques et financiers. Le thème majeur d'appropriation des accords de Washington. Un accent particulier sera donc mis sur l'appropriation nationale et communautaire des accords de Washington, considérés comme un levier important dans la dynamique de stabilisation et de consolidation de la paix. Parce que la plupart des gens qui essaient de vulgariser ces accords, j'ai vu que quelqu'un a pris même l'initiative de commencer à distribuer les textes des accords. C'est une belle initiative. Mais si les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, eh bien, ils ne liront pas. Mais nous voulons faire une manifestation populaire qui a des ramifications à l'intérieur de nos territoires et à l'intérieur pour que les gens puissent accepter de s'approprier ces accords parce qu'ils ont le mérite d'exister, parce qu'ils ont ouvert une voie et vous êtes en train d'en voir déjà les conséquences, n'est-ce pas? Les gens disaient, mais pourquoi ils sont allés signer à Washington? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir des sanctions qui sont en train de tomber? Ça signifie que ces accords, qu'on le veuille ou pas, sont une boussole. Et cette boussole-là, nous devons nous l'approprier et dire, voici la direction que nous allons prendre. Et dire aussi, proposer au gouvernement des voies pour que nous puissions soit améliorer ces choses qui sont dedans, parce que c'est l'opinion publique qui améliore souvent. Un accord n'est jamais parfait, c'est le contenu que vous nous donnez qui le rend un bon accord. Il n'y a jamais de bon accord. Un accord devient un vrai accord lorsque les gens se le sont appropriés et qu'ils en ont retiré la substance qui est favorable et qui corrigent. Les corrections se font parce que ces corrections ne peuvent venir que des citoyens. Peut-être que ceux qui négocient peuvent oublier tel élément. Mais au moment où nous en parlons, au moment où des savants, des professeurs de l'université, des chefs de communauté viennent dire à haute voix, voici l'endroit où nous voulons publier amélioration. Ces améliorations-là seront positives pour que le peuple s'approprie. Tout le monde pose cette question. Chaque fois que nous rencontrons, oui, parce que nous rencontrons beaucoup de gens. Nous sommes engagés depuis très longtemps dans les questions de plaidoyer pour la paix. Depuis tous les accords de Lusaka jusqu'au 16e, 17e accord que nous avons, celui de Washington et de Doha, eh bien, chaque fois les gens posent la même question. Quand est-ce que le peuple va s'approprier ces accords? Est-ce que les gens sont convaincus que ce processus de paix peut aboutir? Nous aimerions que ces accords soient les derniers parce que nous allons les approprier. On va en faire notre affaire. Nous voulons que ce soit l'affaire de la communauté, l'affaire du peuple. Les gens disent, nous entendons des gens demandent au gouvernement d'aller défendre l'accord. Ils passent le temps à venir nous dire c'est parfait. Non, ce sera à nous de dire où se trouve la perfection de cet accord. Malgré tous les cessez-le-feu qui sont décrétés à gauche et à droite, et tous les mécanismes qui sont mis en place, plusieurs mécanismes, que ce soit dans l'accord de Washington, que ce soit dans l'accord de Doha, que ce soit avec l'Union africaine, avec la CIRGL, plusieurs mécanismes de surveillance du cessez-le-feu se font, mais la guerre continue dans nos villages. Voilà là où nous allons donner notre réponse. Voilà là où nous allons dire, nous aussi, quel est le sens de nos souffrances. Et donc, ce conclave entend favoriser une compréhension partagée de ces accords, encourager leur vulgarisation auprès des populations concernées et réfléchir aux mécanismes concrets de leur mise en œuvre effective au niveau local. L'objectif est donc de transformer
les engagements diplomatiques en actions tangibles au bénéfice des communautés du Grand Kivu. Qu'est-ce que nous attendons également de ces accords? Qu'est-ce que nous attendons également de ce conclave? Nous attendons de ces accords la paix définitive. Pour que nous ne soyons pas obligés, nous gens du Kivu, nous gens du Nord Kivu et du Sud Kivu et du Maniema, nous ne sommes pas obligés de prendre un visa, un passeport pour entrer dans une autre partie de notre pays. Est-ce que ce n'est pas grave cela? Est-ce que ça ne justifie pas directement la tenue de ces conclaves? La souffrance que notre peuple est en train de connaître dans les territoires occupés à cause de l'agression du Rwanda est une souffrance qui appelle à un sursaut. Oui, comme nous disons à l'église, sursum corda. Élevons nos cœurs. Élevons maintenant nos cœurs pour que nous puissions demain ne plus connaître le deuil, mais connaître maintenant la victoire et connaître exactement le développement et la paix à laquelle nous aspirons. C'est pourquoi, au troisième jour de ce conclave, nous allons faire le deuil. Nous allons organiser une cérémonie symbolique de deuil, une cérémonie de prière, où nous avons convié tous nos pères, oui, tous nos pères dans la foi, de toutes les confessions religieuses et de toutes les grandes églises. Vous verrez ce jour-là dans une communion écuménique. C'est pour ça que justement, je suis heureux de pouvoir annoncer cela, parce que tout le monde a les mains tendues vers Dieu. Mais nous devons demander surtout au Seigneur le courage de nous lever pour pouvoir sauver notre pays, pour pouvoir récupérer nos territoires occupés, pour pouvoir faire que les morts qu'on a connus chez nous par millions, par dizaines de milliers pendant les derniers affrontements où on a pris la ville de Goma et de Bukavu, et les gens qui continuent à mourir, et toutes les violations des droits humains, et toutes les violences faites contre la femme et contre l'enfant, pour que tout cela puisse finir. Nous ferons le deuil, oui, ce jour-là nous porterons le noir, peut-être nous le ferons, nous ferons une cérémonie culturelle et cultuelle, mais surtout ce sera un appel à l'action. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent au deuil et ne savent pas que demain il faut vivre. Alors cet appel à l'action, ce sera la continuité de ce que nous sommes en train d'envisager, c'est-à-dire que les résultats de ce conclave soient d'abord une plus grande variété d'acteurs qui entrent dans le plaidoyer. Puisque nous avons invité, toutes les sociétés civiles sont membres de ce conclave. Tous les responsables de la société civile sont membres de ce conclave et participent à nos réunions. Les présidents des sociétés civiles sont membres et tous les membres de nos associations culturelles, de nos associations et de nos communautés sont membres de ce conclave. Vous les entendrez au moment des conférences. Eh bien, nous allons organiser une équipe qui va continuer le lobby. Il y en a qui ont des contacts partout. Ceux-là vont organiser le plaidoyer. Ce sera maintenant un plaidoyer où il y aura un contenu unique, où il y aura une structure qui accompagne. Et non pas chacun arrive à Washington. Moi, j'ai vécu là-bas pendant 6 ans. Bon, j'ai parlé un jour au Congrès des États-Unis. Bon, quel est le résultat de mon plaidoyer? C'est vrai, nous avons eu du résultat, mais il faut que cette fois-ci, ce soit un résultat porté par un groupe. Porter aussi, nous allons accompagner les initiatives du gouvernement parce que nous ne sommes pas une structure contre le gouvernement, non. C'est pour ça que nous avons rassemblé tout le monde. Vous verrez des visages de tous bords. Nous n'avons pas voulu faire du sectarisme politique, je ne sais pas quoi. Tout le monde sera là. Et des grandes figures de tous bords vont venir parler, surtout ceux qui sont intéressés par l'avenir, non seulement de notre pays, mais aussi l'avenir du Grand Kivu. Je voudrais vous dire une chose importante. C'est que certains pourraient juger que, bon, mais vous, les gens du Grand Kivu, là, vous voulez vous singulariser, etc. Mais non. Il y a eu un moment où les gens disaient, non, les Kivu, là, il faut se séparer de Kinshasa, ne s'occupe pas de vous. Vous n'avez pas encore entendu ça? Nous disons non. Il n'est pas question qu'on divise ce pays. Aucun morceau de ce pays ne partira.
mon archevêque, le martyr de la paix, Monseigneur Muzirwa, et aussi Monseigneur Kataliko, qui nous a donné cette mission de travailler pour la paix, eh bien, il disait, n'acceptez jamais que l'on prenne un morceau de votre pays. N'acceptez même pas qu'on vous avale. Et si on vous avale, qu'on ne vous digère pas. Et faites des troubles dans leur ventre pour que jamais vous ne deveniez esclaves. Eh bien donc, nos agresseurs n'auront jamais raison des peuples. Nous voulons poser ces jours-là, nous poser à l'intérieur de ce grand Congo pour dire, nous sommes nous. C'est nous qui allons peut-être dans ces territoires qui sont occupés aujourd'hui, ces territoires qui souffrent aujourd'hui. Nous portons peut-être nous le glaive qui va mettre fin à ces hostilités parce que nous n'avons jamais accepté l'esclavage. Nous avons toujours combattu. Vous l'entendrez par nos historiens qui vont parler de l'histoire des conflits et des résistances dans le Kivu. Vous comprendrez que en réunissant les populations et les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, nous nous posons au sein de la République pour son unité. Voilà. Ce conclave, c'est pour l'unité du pays, pour que nous puissions réaffirmer cette unité. Une unité qui repose sur l'acceptation de vivre ensemble, sur le dialogue permanent, sur la concertation permanente entre les communautés, sur le fait aussi de chercher des solutions pour dirimer, oui, pour dirimer les conflits latents qui font qu'on nous utilise pour des conflits, pour la guerre. Oui, on instrumentalise les guerres. Parce que ces guerres d'agression sont des guerres voulues par d'autres. Les sponsors qui cherchent les dernières réserves de minerais stratégiques dont leurs économies ont besoin, les pays voisins qui eux aussi cherchent un espace vital, oui, un espace vital pour leur population, pour leur économie. Ils ne peuvent pas vivre sans nos économies. Comment transformer toutes ces dynamiques de conflits en dynamiques de paix? Nos communautés qui sont instrumentalisées, voilà, dans le sud-sud, vous allez rencontrer, il y a des conflits entre les Babembe et les au nord Kivu, il y a des conflits entre... Nous voulons que tous ces conflits-là, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient locaux, ne puissent pas devenir demain des motifs d'éclatement de cet espace. Alors je termine en vous disant, le conclave vise donc à produire une déclaration finale assortie de recommandations et d'une feuille de route claire destinée à accompagner les autorités et les partenaires dans les efforts de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Les organisateurs invitent les médias nationaux et internationaux à couvrir cet événement majeur qui marque une étape importante dans la dynamique de paix, d'unité et de reconstruction de la région. 3 jours, les conclaves du Grand Kivu s'éteindra à Kinshasa, dont les informations qui ont été données ici sur place. Le premier jour, le lundi 9 mars 2026, sera consacré à la partie administrative. Tous les participants, ceux qui veulent participer, vont venir s'enregistrer pour avoir un badge spécifique avec une photo personnalisée pour prendre part, car les places sont limitées. Les places sont limitées à 1000 personnes. Question pour des organisations qui ont été prévues pendant ces conclaves. Pas seulement ces ressortissants des Grands Kivu, tout citoyen congolais est le bienvenu à ces conclaves. Le 10 et le 11, et c'est le jour du conclave qui sera tenu, le panel également seront tenus le 11, comme cela nous a été annoncé, à un moment qui sera prévu pour le deuil, question de commémorer tous ceux qui sont morts dans la partie est de la République démocratique du Congo. La presse nationale et internationale est conviée à prendre part et à couvrir cet grand événement qui se tiendra ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.